vais vous poser la première question. Après cette très intéressante intervention de René, quels sont les droits d'une personne, en fonction de son âge, d'exiger un changement d'identité sexuelle ? Alors, avant de répondre à votre question, j'aurais deux éléments introductifs à donner. C'est le grand principe qui gouverne l'état civil en droit français, c'est un caractère immuable et indisponible. Et ça, c'est important de se le rappeler. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas, par sa volonté personnelle, changer l'état civil du jour au lendemain, parce que cet état civil est gage de sécurité juridique. Et c'est la raison pour laquelle le législateur a toujours considéré qu'il avait un caractère immuable et indisponible. Ceci étant, ce caractère immuable et indisponible ne conduit pas forcément à l'impossibilité d'une modification, puisque le législateur, le député français, a permis, et je vais l'indiquer comment, deux situations où effectivement cet état civil peut être modifié. Ça, c'est le premier élément introductif. Le deuxième élément introductif, il me semble important de le rappeler, c'est qu'en droit français, il existe deux types de prénoms. Vous avez un prénom qu'on appelle un prénom usuel, c'est le prénom que vous avez reçu à la naissance et qui paraît sur votre état civil. Et le prénom usuel regroupe les trois prénoms, ou quatre, parfois il y en a un peu plus, que vous avez sur l'état civil. Et ce prénom usuel, il peut être utilisé par tout un chacun. Vous pouvez utiliser votre premier prénom, le deuxième, le troisième, sans que personne ne puisse vous le reprocher, puisque c'est un droit que vous avez. Et il y a ensuite la notion de prénom d'usage. Le prénom d'usage, ce n'est pas le prénom que vous avez sur votre état civil, c'est un prénom que vous avez la possibilité, enfin, que vous vous êtes donné la possibilité en tout cas d'utiliser, parce qu'un jour on vous a appelé par un autre prénom et que vous l'avez gardé. Ce prénom d'usage n'est pas reconnu par la loi. Il n'a aucune consécration juridique en droit français, ni d'ailleurs en droit européen, puisque le droit européen ne reconnaît pas ce prénom d'usage. Donc c'est important quand même de souligner l'exercice de ces deux prénoms. Alors ensuite, j'en viens effectivement à la question que vous posez sur les droits que l'on a de modifier l'état civil. Il y a deux droits qui sont prévus par le législateur en France. Vous avez la possibilité de changer de prénom, avec une procédure bien particulière qui est assez simple en quelque sorte, puisqu'il suffit de solliciter l'officier d'état civil pour modifier ce prénom, qui pourra l'accepter bien évidemment, mais aussi le refuser en fonction de l'intérêt de la personne. Et si l'intérêt de la personne dicte que l'officier d'état civil refuse la modification de ce prénom, il en recourra au procureur de la République qui pourra lui décider ou non d'accorder ce droit de la modification du prénom. Il y a ensuite, et c'est l'article 61-5 du Code civil qui le prévoit, la modification d'un changement du sexe à l'état civil. Alors c'est une possibilité qui a connu une évolution dans le temps, puisque il y a quelques années, il fallait une transformation physique du corps pour permettre effectivement cette modification à l'état civil du sexe. Désormais, ça n'est plus le cas. On peut demander une modification à l'état civil du sexe sans forcément modification physique du corps, de passer du sexe masculin au sexe féminin. Voilà les deux possibilités. Il n'en existe pas d'autres en droit français de modification de l'état civil. Et alors, pour poursuivre, quelles sont les obligations légales qu'ont les institutions, par exemple dans l'enseignement catholique, à tenir compte de ce changement d'identité sexuelle ? En gros, quand est-ce qu'on passe de l'usage à l'obligation ? Par exemple, quand on va faire l'appel sur les bulletins scolaires, sur les inscriptions, etc. Alors, c'est une question intéressante et qui fait naître ici, dans certaines circonstances, un certain flou juridique. Pour répondre à votre question, pour moi, je classerais en trois catégories de réponses. La première catégorie, la première réponse, c'est celle d'un enfant ou d'une personne majeure qui a obtenu une modification de son état civil. Dans ces cas-là, si effectivement cette personne a obtenu une modification de son prénom à l'état civil, toute institution a l'obligation, bien évidemment, de respecter cette modification. Alors, s'agissant des mineurs, parce que les mineurs peuvent
effectivement obtenir un changement de leur prénom à l'état civil. Il s'agit là d'une demande de la part des parents, puisque c'est les parents qui sont bien évidemment responsables du fait de l'autorité conjugale, et c'est l'autorité parentale, pardon, et c'est les parents qui vont faire la demande au nom de l'enfant. Et donc l'enfant mineur peut, durant sa scolarisation, obtenir une modification de son prénom à l'état civil. Et dans ces conditions, l'institution scolaire est obligée, bien évidemment, de respecter cette modification de l'état civil, que ce soit sur les documents, d'organisation interne à l'établissement, mais également et surtout sur les documents officiels, bulletins de notes ou tout autre document officiel d'identité de l'enfant. Deuxième cas de figure, c'est le cas de figure, cette fois-ci, du majeur. Alors, ça ne concerne pas forcément les écoles du second degré, mais aussi du mineur émancipé. Parce qu'un mineur peut être émancipé à partir de l'âge de 16 ans. Et pour ces deux catégories de personnes, je ne parle pas des mineurs qui ne sont pas émancipés, je parle uniquement des majeurs et des mineurs émancipés. Donc à partir de 16 ans, ces deux catégories de personnes peuvent obtenir une modification à l'état civil de leur sexe. D'après la procédure qui est prévue par l'article 61-5 du Code civil. Et si l'état civil a été modifié, évidemment que l'institution scolaire devra respecter ce nouvel état civil. La troisième catégorie, pour répondre à votre question, c'est celle du mineur qui n'a pas entamé de démarche, ou en tout cas n'a pas obtenu de l'officier d'état civil une modification de son état civil pour le prénom, et qui sollicite pour autant qu'on l'appelle par un autre prénom qu'il a dans son état civil, en souhaitant soit un prénom féminin, soit un prénom masculin, en fonction de son sexe et de son état civil. On n'a pas de texte en droit français qui l'oblige. On n'a aucun texte législatif ou réglementaire qui émanerait du législateur, puisque c'est le seul qui a le pouvoir de réglementer ce type de situation. On n'a aucun texte en droit civil français qui l'oblige, ni d'ailleurs en droit européen. Et c'est là que la situation se corse, en tout cas pour le juriste que je suis, c'est que le seul élément de réponse aujourd'hui qui existe, c'est la circulaire Blanquer du mois de septembre 2021, qui a... Je peine à dire obligé, puisqu'une circulaire qui oblige à une nécessité qui n'est pas prévu par un texte, ça me gêne un peu en tant que juriste. Mais cette circulaire demande aux chefs d'établissement, demande aux institutions scolaires de faire droit à la demande d'un enfant, sous réserve bien évidemment et sous condition de l'accord écrit de ses deux parents, d'une modification de son prénom. Et cette quasi-obligation, va-t-on dire, pour respecter les termes juridiques, elle sera exercée uniquement pour les documents d'organisation interne à l'établissement scolaire. Ça peut être effectivement l'organigramme, ça peut être la liste d'appels dans la classe, ça peut être les listes pour la cantine, que sais-je. Et dans ces conditions-là, le chef d'établissement, d'après cette circulaire, devra tenir compte de la demande de modification du prénom par l'enfant et ses deux parents, sous réserve d'accord écrit de ses deux parents. Cette modification du prénom, par contre, ne pourra pas être exigée pour les documents officiels. Ça veut dire que l'enfant en question, au sein de sa scolarité, aura deux prénoms. Un prénom, et c'est là où la notion de prénom d'usage prend tout son sens, ce prénom d'usage qui sera utilisé en interne, et le prénom, entre guillemets, officiel, usuel, qui sera utilisé pour effectivement les documents officiels. Et comme je vous disais, en tant que juriste, ça me gêne. Pourquoi ? Parce que cette circulaire, bien qu'elle existe et qu'elle soit opposable même à l'enseignement, aux institutions de l'enseignement catholique, puisqu'elle s'adresse à tous les établissements scolaires, impose une situation qui n'est pas prévue par la loi, qui est donc contra legem, puisque la loi prévoit uniquement l'utilisation du prénom usuel, celui prévu par l'état civil. C'est la difficulté. Aujourd'hui, on n'a aucun texte législatif qui l'impose. Donc aujourd'hui, le juriste que je suis pourrait dire effectivement qu'il n'y a aucune obligation légale. Mais après,
c'est la question qui peut-être sera posée par les uns ou par les autres, quel risque qui existe finalement si toutefois il n'y a pas de respect de cette circulaire? C'est la question que je vous pose, quelles sont les sanctions et les risques? Très bien, donc la transition selon les deux cas que vous évoquez. Voilà, alors la question est toute faite effectivement. On a la réponse à cette question, on l'avait déjà dans une position du défenseur du droit qui date de mai 2020. On l'a eu également, alors un peu avant, en 2019, dans le vade-mecum de l'éducation nationale pour lutter contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle et liées à l'identité sexuelle. Ces deux textes disaient déjà, et c'est rappelé dans la circulaire Blanquer, que le fait pour un directeur d'établissement de refuser de faire droit à cette demande de modification du nom d'usage pouvait être assimilé à un acte de discrimination. Le texte ne le prévoit pas. Il n'y a pas de texte. En droit français, il y a un grand principe, c'est qu'il y a une sanction avec un texte. Aujourd'hui, il n'y a pas de sanction qui est prévue par un texte par rapport à ce refus d'utiliser un nom d'usage, tout simplement parce que la loi ne le prévoit pas. Mais la circulaire Blanquer, et je vous dis avant cela, le défenseur des droits, a considéré que le fait pour un directeur d'établissement de refuser de faire droit à cette demande pouvait être assimilé comme un acte de discrimination. Alors, à mon sens, mais ça reste à étudier par la jurisprudence et par la justice, à mon sens, il faudrait d'autres actes qui viendraient justifier effectivement par un faisceau d'indices qu'il existe des actes de discrimination. Est-ce que ce seul refus pourrait être considéré comme étant une discrimination à part entière? Voilà, ça reste à déterminer par l'appréciation des tribunaux, bien évidemment. Donc c'est la sanction, effectivement, qui pourrait être envisagée. Je vais aller au-delà de la réflexion relative à la seule sanction par rapport à ce refus, puisque il existe un autre risque pour moi. Et ça revient à ce que disait le professeur Écochard sur toute cette évolution de l'adolescence, et notamment, si j'ai bien retenu, de 20 à 24 ans, cette émergence du discernement. En 2020, une cour de justice de Londres a condamné des médecins qui avaient accompagné un mineur dans sa transition. Ils ont condamné ces médecins. Pourquoi ? Parce que le jeune en question a décidé dans l'âge de discernement que finalement le choix qu'il avait fait de sa transition n'était pas le bon. Et il y a donc un risque pour tous ceux qui accompagnent ces jeunes à un âge où ils n'ont pas forcément le discernement pour justement prendre les bonnes décisions. Il y a un risque que, une fois arrivé à l'âge de discernement, celui-ci revienne sur sa position et finalement tienne pour responsables tous ceux qui l'ont accompagné, et y compris les chefs d'établissement qui l'auraient accompagné dans ces cas-là. Voilà, c'est un élément d'attention. Pour l'instant, en France, on n'a aucune décision en la matière. Mais on connaît tous les revirements de situation qui existent en droit français et par l'appréciation des tribunaux. Et je considère que la sanction qui existe de la discrimination, elle pourrait aussi exister si on accompagne trop vite, en quelque sorte, sans un véritable discernement, ce jeune qui ferait cette demande. Voilà les observations que je pouvais vous apporter pour répondre à vos questions. Merci. Merci maître, c'est très éclairant. On va se tourner vers la psychologie maintenant, si vous voulez bien, après le droit. Madame Begaud, votre expérience dans la direction de l'enseignement catholique, est-ce que d'après vous, il existe des étapes psychologiques dans le processus de changement d'identité sexuelle ? Alors tout d'abord, peut-être recentrer un petit peu aussi le travail qu'on peut faire et qui est quand même encore très récent, avec, vous l'avez dit tout à l'heure, professeur, un nombre très très important aujourd'hui de situations, y compris dans nos établissements, que l'on se doit d'accompagner. Alors après, contrairement à la science et contrairement au juridique, moi je suis toujours dans un positionnement très, peut-être pas très clair, mais dans le sens parce qu'il n'y a rien de fondé. Il n'y a rien de fondé, c'est de l'écoute, c'est de l'accompagnement, c'est de l'aide au discernement, probablement. Alors nous les psychologues, on appelle ça l'autonomie de pensée, c'est-à-dire celle qui se construit effectivement entre, on va dire, 9 et le devenir adulte. Donc effectivement, on va de plus en plus, on est interpellé par les adultes des établissements, alors via les chefs d'établissement en ce qui nous concerne, mais on est interpellé par les adultes de l'établissement
établissement. Et on reçoit également les jeunes dans nos permanences d'écoute. Alors nous, on est plus spécifiquement axé sur des permanences d'écoute qui vont être pour des élèves en plus avec des vulnérabilités, des fragilités. Et en plus de ça, on a dans les établissements vraiment des jeunes qui peuvent nous interpeller sur toutes ces questions-là avec de très fortes demandes. Alors on va parler de la temporalité, justement. Alors ce qui nous est quand même très souvent rapporté, et par les jeunes et par les enseignants, les établissements en général, c'est qu'il y a les jeunes nous décrivent vraiment ce malaise dans le processus, c'est-à-dire qu'ils ressentent d'abord ce malaise et c'est un peu un déséquilibre. Ils se disent on ne sait pas trop, c'est flou pour nous, mais on sent qu'il y a quelque chose. C'est une sensation, une impression. On parlait de la loi émotionnelle aussi, donc qui aujourd'hui, alors vous avez prouvé que tout à l'heure, en tout cas vous nous avez prouvé que nous, les femmes, nous sommes probablement émotionnellement très sensibles à toutes ces questions-là peut-être aussi. En tout cas, ce qui est sûr en psychologie, et je vous le partageais tout à l'heure, c'est que nous passons d'une masculine... Enfin, on va dire que la profession était très, très masculine et elle est devenue très féminine. Donc, on a un basculement aussi des regards croisés et on a aussi ce processus de changement et la personne qui ressent les changements, elle dit c'est vraiment très profond, j'arrive pas à vous le décrire. C'est très flou à l'intérieur et c'est ces sensations qui nous montrent qu'elle ressent des premiers signes de processus de changement, mais tout paraît a priori normal, mais pas trop. Voilà, ce sont vraiment des situations de déséquilibre où on a même des jeunes qui vont dire mais c'est probablement normal parce que j'entre dans cette période de l'adolescence, j'entre dans cette période de la puberté et leur famille, les enseignants probablement également et qui qu'on soit et les jeunes eux-mêmes font cette remarque au départ en disant mais c'est probablement normal tout ce que je ressens, mais moi profondément le jeune va dire moi je sens quand même qu'il y a quelque chose de plus fort. Il y a quelque chose de plus fort et il faut que j'en parle. C'est important d'en parler. Donc au départ, on a ça, on a vraiment ce malaise, ce déséquilibre. Et les sensations, les impressions vont se préciser. C'est pour ça qu'il y a du temps, il y a beaucoup de temps. C'est entre le moment où le jeune fait une demande de changement de prénom, parce qu'en fait, ça commence souvent que par cette question-là. Il s'est déjà passé beaucoup de temps pour lui-même. Peut-être que nous, adultes, on n'a pas perçu, entendu, mais en tout cas, il s'est passé déjà beaucoup de temps. Et les sensations vont se préciser, se dessiner fortement, et là, ils vont passer du malaise au mal-être. C'est-à-dire qu'ils sentent plus fort qu'un malaise, il y a vraiment un mal-être à l'intérieur, quelque chose qui est palpable. Et là aussi, il y a un tiraillement vraiment entre... Ils vont nous dire les sensations corporelles et les sensations psychologiques, le vécu psychologique. Ils sont tiraillés et ce mal-être, il est d'autant plus important car souvent, il vit ses premiers moments du processus, je ne sais pas si on peut appeler ça réellement comme ça, mais en tout cas, il vit ses premiers moments de manière très isolée. C'est-à-dire qu'entre sa première demande officielle ou parole officielle à un adulte et ce qu'il a ressenti bien avant à l'intérieur, très souvent, il l'a vécu seul au départ, de manière très isolée. Et il y a quelque chose qu'on a trop souvent en tête, c'est qu'on associe systématiquement, en tout cas nous, les adultes, très clairement, c'est systématiquement quelque chose que j'entends à chaque fois, c'est « il est forcément en souffrance ». Alors, l'expérience aujourd'hui... je peux dire « me » parce que je ne voudrais pas dire « nous », me montre que non. C'est-à-dire que la souffrance, elle existe bien évidemment, mais elle est très, très grandement impactée plutôt par l'environnement, sur l'environnement. Et très souvent, les jeunes qui en souffrent réellement nous disent que c'est l'environnement qui les fait souffrir.
Ils ne souffrent pas fondamentalement toujours de ces modifications qu'ils ressentent, en tout cas ces impressions qu'ils ont au départ, mais ils nous disent grandement c'est l'environnement. Donc on voit qu'il y a aussi des jeunes qui nous l'affirment dans les entretiens, qui disent mais moi je ne souffre pas madame, c'est eux. Et eux c'est les enseignants. Eux, c'est les parents, les adultes, c'est l'environnement, c'est l'établissement. Et certains se défendent même d'un processus psychologique tout de suite mis en action par les adultes qui est, mais si tu ressens tout ça, c'est que tu as un problème. Donc si tu as un problème, tu souffres. Donc si tu souffres, tu dois consulter. Et on est vraiment dans ce schéma un peu systématique encore, que ces questionnements-là, en tout cas, engendrent de la souffrance. Alors, c'est vrai pour certains jeunes, parce qu'ils se sentent vraiment très isolés dans ces questions-là, et aussi ceux qui ne se donnent pas ou qui n'ont pas le droit de le dire, d'en parler, d'oser aussi parfois en parler. Alors, ce que la personne confie et à qui elle le confie pour la première fois, on remarque aussi que c'est essentiel. C'est-à-dire que c'est la première parole, ils se rappellent très très bien, en général, à qui ils en ont parlé la toute première fois. Et si justement cette écoute a été là, je dis pas que l'écoute a forcément été bienveillante ou non jugeante, mais en tout cas, ils se rappellent de ce moment-là, très très clairement. Alors en établissement scolaire, nous, les psychologues, on repère quand même que la souffrance, elle est vraiment plus palpable chez les adultes. Et ça, c'est vraiment caractéristique parce que ça nous déstabilise, on ne sait pas comment répondre, on ne sait pas comment prendre en compte cette situation qui, en plus, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, Maître Tessier, a un fondement juridique qui est aussi, pour nos établissements scolaires, difficile à comprendre, à assumer, ou même à mettre en avant, ou tout simplement à connaître. On n'est pas toujours informé, on l'est de mieux en mieux aujourd'hui, mais on n'est pas toujours informé. Alors, bien évidemment, en tant que psychologue, moi, ce que je peux peut-être quand même vous dire, c'est qu'une personne qui reste isolée, quelle qu'elle soit, avec n'importe quelle problématique, et on part du postulat que c'est une problématique, mais ce n'est pas la seule dans un établissement scolaire, et notamment quand elle reste isolée sans pouvoir du tout en parler, se confier, essayer en tout cas de trouver une écoute, là, ça génère de la souffrance. Et là, effectivement, il y a des signes extérieurs très marqués. On a du repli sur soi, beaucoup. On a du refus scolaire, donc ce qu'on appelle aussi des troubles sévères anxieux. Donc les parents nous demandent souvent quels sont les signes qui nous montrent que notre enfant est dans ce processus de changement d'identité. Alors, moi, je vais leur répondre très clairement, je ne connais pas les signes exact qui montre que votre enfant est dans ce processus-là, et c'est probablement pas ni à vous ni à moi de le qualifier. Par contre, je peux vous éclairer sur les signes de souffrance. Et si effectivement ce processus de changement s'accompagne de souffrance, là, on va vous demander d'être présent, et là, on va devoir accompagner le jeune au-delà de sa première question de départ. Alors comment nous, adultes, ça peut être parents, amis, enseignants, etc. Quel est un ou deux conseils que vous pouvez nous donner pour accompagner ces jeunes qui s'interpellent? Oui. Alors, en fait, j'en ai plus d'un ou deux. J'en ai 7. Non, je les ai résumés un petit peu en 7, on va dire, 7 conseils importants. Ce que je veux dire peut-être avant, c'est que ces conseils-là, vous allez voir, finalement... moi, je ne suis pas spécialiste de cette question-là. Mais je ne suis pas spécialiste non plus d'aucune autre question qui concerne la problématique de l'enfant, de l'adolescence. Ce qui nous montre qu'il ne faut pas forcément être spécialiste pour accompagner. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que les parents, les adultes, qui qu'on soit, de n'importe quelle place, il n'y a pas une personne plus qu'une autre qui peut accompagner. Tout le monde peut accompagner. Accompagner... On dit souvent aux communautés éducatives, accompagner une situation qui est liée à cette question du genre, de l'identité de genre, ça ne la légitime pas. Ça permet juste à chacun de trouver une place.
Et ça, c'est, en tant que psychologue, je ne peux pas vous dire l'inverse. Il ne s'agit pas de dire, dans un établissement scolaire, ces problématiques-là, on les prend, les autres, on ne les prend pas. C'est pas possible. On doit chacun trouver sa place. Et effectivement, accompagner, ce n'est pas légitimer. On peut avoir ses propres convictions. Ce que je disais hier au chef d'établissement du second degré, avec qui on a abordé aussi cette question-là, c'est vraiment important de faire la différence entre ce qu'on appelle la projection de soi et la construction de soi. La projection de soi, c'est on a en face de soi quelqu'un qui nous dit quelque chose d'important, qui peut-être peut l'amener à souffrir ou à nous faire souffrir, à le faire souffrir. La projection de soi, ce serait lui répondre comme si nous, on y était. Si on était à sa place, qu'est-ce qu'on ferait? Ça, c'est la projection de soi. Donner une réponse à quelqu'un, c'est pas forcément accompagner. Hein, ça, c'est important. Et la construction de soi, c'est justement, même si cette question nous chagrine parfois, voire nous embête, et il y a même des enseignants qui vont nous dire « mais moi je m'y attendais pas, mais en même temps je voulais pas la voir cette question. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui l'ait traitée. » Souvent, on va vraiment leur dire « mais nous, ce qu'on attend de vous, c'est votre place d'adulte. » Celui qui tend l'oreille, celui qui écoute les questionnements du jeune, de l'autre, et notamment dans cette phase, vous l'avez dit tout à l'heure, vraiment de développement de la prépuberté à la puberté, au devenir adulte. Dans nos établissements, on accueille les enfants, alors de la maternelle au lycée et on a des étudiants également, hein, post 18 ans, hein, des jeunes majeurs. On voit bien que aujourd'hui, ces questions-là sont majoritairement quand même centrées sur les 12-18 ans. Mais en même temps, là aussi, on parlait de moyenne tout à l'heure, on a eu des questions de jeunes de CM. On a eu des questions aussi de post-18, hein, nécessairement. C'est-à-dire qu'on est là pour accompagner. Et la deuxième chose, c'est vraiment d'accepter les mots. Alors ça, c'est toujours compliqué. C'est d'accepter les mots comme ils viennent. Ils sont là. On laisse le soin à la personne de qualifier son ressenti et sa demande vis-à-vis de son parent, vis-à-vis de l'établissement scolaire, vis-à-vis de ses pairs, PAIRS, hein, vraiment. Et on doit vraiment faire ce respect de la parole, parce que sinon on vient, comme dans tout processus, quel qu'il soit de changement, hein, on vient entraver en fait un processus et donc donner immédiatement une réponse. On le voit en droit, on le voit en sciences. Hein. C'est pas souhaitable d'être dans une réponse immédiate aujourd'hui. On doit laisser de la temporalité. Alors la temporalité, vous allez me dire, c'est combien de temps ? Combien de temps? Le temps suffisant à ce que les questions, en tout cas, et les mots puissent être posés, portés. Et de toute façon, en général, on ne répond pas à une question de changement, par exemple, de prénom dans un établissement scolaire, sans avoir laissé le temps suffisant de recevoir les deux parents, pas l'un des parents. Et on est souvent confronté à un des parents qui adhère et qui comprend, voilà ce qu'ils nous disent, je comprends mon enfant, et à un autre qui peut s'opposer à la demande du jeune. Et donc, on est de toute façon confronté à recevoir les deux parents. Alors, aller jusqu'à l'obligation écrite, j'ai jamais prétendu d'aller vraiment vérifier si on allait jusque-là dans les établissements scolaires, mais en tout cas, c'est la question des deux parents. On insiste vraiment pour dire au chef d'établissement, vous devez recevoir les deux parents avec le jeune. C'est très important. Le jeune, il fait souvent la demande, et là, ce qu'on se rend compte vraiment dans nos établissements, c'est qu'il fait la demande, mais dans 80% des situations, il n'a jamais parlé de ça à ses parents. Jamais. Il utilise quelque part un médiateur qui est l'adulte qui l'écoute, l'établissement scolaire, comme quelqu'un qui peut peut-être l'aider, l'accompagner à parler de ce sujet si difficile pour lui à ses parents. Donc, on est vraiment dans ça. Donc, nous, on va proposer en établissement scolaire, par exemple, qu'il y ait une personne qu'on appelle une personne référente, qui va, en fait, être celle qui va tendre l'oreille et puis
comme elle tend l'oreille, c'est pas forcément un psychologue, ça peut être vraiment quelqu'un de choisi dans la communauté éducative qui va tendre cette oreille attentive aux jeunes et lui montrer que on est présent dans son accompagnement, même si on n'aura pas de réponse à lui donner tout de suite. Et puis, on va transmettre les questions et les demandes du jeune au chef d'établissement, par exemple, qui, lui, sera en mesure, à un moment donné, peut-être de répondre, par exemple, à cette question du changement de prénom, en termes de prénom d'usage. Donc, l'importance aussi, vraiment, de laisser du temps, ça, c'est quelque chose qu'on insiste beaucoup, parce que les établissements, et là je ne sais pas si c'est lié à nos sensibilités, mais en tout cas, je ne sais pas si c'est nos sensibilités ou nos peurs, mais les établissements en tout cas sont vraiment dans... Il y a une question qui arrive, mais comme pour tout, on a envie d'y répondre et d'y répondre assez vite pour que comme si c'était traité et puis on passe à autre chose. C'est toujours ces questions-là. Et puis peut-être quelque chose d'important avant d'en terminer, on dit toujours que c'est important de rester cohérent et de communiquer. C'est la meilleure façon quand même d'accompagner toute situation, n'importe quelle problématique initiale, mais notamment sur ces processus en tout cas de changement de genre. Donc restons peut-être juste à notre place d'adulte et puis essayons de comprendre parfois les situations sans vouloir y donner systématiquement une réponse. Merci beaucoup. Alors après le regard sur le droit, la psychologie, allons vers l'Église. Père Philippe Goer, y a-t-il un positionnement de l'Église sur la question transgenre, sur les personnes qui ont changé d'identité sexuelle et sur leur entourage? Donc je répète, positionnement de l'Église sur la question transgenre, d'abord sur les personnes qui ont changé d'identité sexuelle et puis sur leur entourage. Alors j'aurais envie de vous répondre non, il n'y a pas de position. Et puis voilà. Question suivante. Donc je vous donnerai comme introduction la réponse du pape François à une question un petit peu similaire. Qui suis-je pour juger ces gens-là ? Je crois que la réponse de l'Église, souvent on attend de l'Église des questions canoniques, des prises de position morales. Quand on se penche un peu sur l'Évangile et qu'est-ce que Jésus confie comme mission à ses apôtres, c'est une mission d'évangéliser et d'aller soigner. La mission est double. Aller voir ceux qui souffrent et guérissez les malades, soignez, prenez soin et aller annoncer la bonne nouvelle. Donc voilà le cœur de la mission de l'Église. Et qu'est-ce que l'Église a annoncé ? Elle n'a rien d'autre à annoncer que ça. Et quelle est la condition qu'il nous faut pour annoncer une bonne nouvelle ? Quelle est la condition qu'il nous faut pour aller nous approcher de quelqu'un qui est en état de souffrance ? Eh bien, le premier élément fondamental, c'est d'aimer, de vouloir aimer cette personne. Donc, face à quelqu'un qui se poserait la question du transgenre, face à des parents, face à des enfants, face à des ados, faut d'abord que je les aime. Quels qu'ils soient, quelle que soit leur position, quelle que soit leur révolte, quelle que soit leur souffrance, quelles que soient leurs attentes, il faut d'abord que ce soit des personnes que j'aime. Que je pose vraiment un regard d'amour, un regard de compassion, non pas de alors le pauvre, il lui arrive ça. Non, mais de l'aimer vraiment tel qu'il est dans sa demande, tel qu'il est dans sa souffrance. Voilà, l'aimer tel qu'il est. C'est d'abord poser ce regard profond sur ce jeune. Voilà. Je crois que ça, c'est le cœur même de l'Évangile. Je ne peux pas m'occuper de quelqu'un si je ne commence pas d'abord par aimer cette personne. Autrement, il faut que je change de métier. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, l'Église nous dit quand même certaines choses. Un des éléments les plus importants que nous redit l'Église, et je dirais principalement en ce 21e siècle, où nous avons quand même la chance extraordinaire, en ce 21e siècle, de vivre après un fabuleux concile qui s'appelle le Concile Vatican II, et de vivre après des monstres extraordinaires que sont Saint Jean-Paul II, que sont Benoît XVI et puis le pape François. On a eu des hommes extraordinaires qui nous ont traduit le Concile Vatican II et qui nous ont rappelé
comme nous dit le Concile, que l'Église est maîtresse en humanité. Alors un premier point que nous rappelle le Concile Vatican II, c'est l'unité de la personne. À chaque fois que je m'approche de quelqu'un, c'est une personne. Et une personne qui est une, avec son corps et son âme. Cette unité indissociable de la personne, qui est une âme incarnée ou un corps animé. Je ne peux pas séparer l'un de l'autre. Et aujourd'hui, malheureusement, dans le monde qui est le nôtre, nous sommes tombés dans un piège qui dissocie le corps et l'esprit, ou le corps et l'âme. Ça nous renvoie à Platon, pour qui l'âme était prisonnière de son corps, et ça a été accentué par ce pauvre Descartes, qui est comme un très grand philosophe, hein, mais qui parfois aurait mieux fait de sortir de ses bouquins et d'essayer de mettre un peu des tableaux dans son appartement, et pour ça de planter des clous. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà planté des clous pour mettre un tableau. Enfin, moi, chaque fois, une fois sur deux, je me donne un coup de marteau sur le pouce. Et Descartes, lui, à force de tout remettre en doute, et c'est bien de remettre les choses en doute pour voir quel est le véritable fondement. Et il en arrive à une phrase que vous connaissez bien, le cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Et du coup, on arrive à une primatie de l'esprit. Ce qui fait que j'existe, c'est mon esprit. Il n'y a plus que ça qui existe. Alors que s'il avait planté un clou dans le mur de sa salle à manger, et s'il avait fait l'expérience scientifique d'en planter un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, il aurait vu qu'à chaque fois, il se met un coup de marteau sur le pouce, et qu'à chaque fois, il ne dit pas « Aïe, mon pouce a mal », mais « J'ai mal à mon pouce ». Et ça, c'est une véritable expérience scientifique qui nous prouve que nous existons, parce qu'à chaque fois que je plante un clou, j'ai mal à mon pouce. Parce que je me suis donné un coup de marteau sur le pouce. Bon, rassurez-vous, maintenant, je mets des vis, ça fait moins mal. Voilà. Donc, vous voyez, pour nous montrer, moi et mon corps, c'est tout un. Voilà. Ça, c'est le cœur du christianisme. Autrement, la résurrection du Christ n'a pas de sens. Voilà. Moi et mon corps, nous sommes un. Et mon moi profond ne s'exprime qu'à travers mon corps. Et je ne perçois l'autre qu'à travers mon corps. Je perçois le moi de l'autre qu'à travers ce corps. Donc ce corps, il est vraiment essentiel. Donc voilà ce que nous rappelle de façon profonde le Concile Vatican II, dans sa approche de l'anthropologie, et que Saint Jean-Paul II va redévelopper avec toute la théologie du corps, en nous montrant que ce corps est vraiment l'expression de ce que je suis. Et que ce corps, qui est sexué, est l'expression de mon psychisme, qui lui aussi est sexué, et qui est aussi l'expression de mon esprit, de mon âme, qui sont eux aussi sexués, hommes ou femmes. Voilà. Ça, oui, je crois que c'est une réalité profonde que nous a développé Jean-Paul II. Mon corps, c'est le langage de mon être. Mais peut-être que malheureusement, aujourd'hui, nous vivons dans une société qui a perdu ses repères. Nous vivons dans une société où il y a de la souffrance. Et la souffrance par rapport à la notion de personne, par rapport à les relations entre nous, entre garçons-filles, entre hommes-femmes. Il y a beaucoup de blessures profondes qui fait qu'on ne sait plus qui on est. Blessé dans notre corps, blessé dans notre esprit. Il y a ce qu'on va appeler des disharmonies en nous. Il va y avoir des divisions en nous qui séparent mon esprit de mon corps, et ça pourra se traduire de 36 façons. Et le transgenre est une façon de constater cette souffrance et cette disharmonie. Voilà. Mais je dirais, dans un premier temps, il faut l'accueillir comme une réalité vécue par certaines personnes. Alors, justement, en tant que prêtre, quelle est votre attitude, en quelques minutes, en quelques mots, quelle est votre attitude quand un jeune se présente devant vous avec cette question de transgenre ou de problème de sexualité ? Alors, je voudrais... Sur l'identité sexuelle, voilà, quand il se présente sur l'identité sexuelle. Alors, j'ai parti d'une petite expérience que j'ai faite il y a un peu plus de 25 ans. J'étais aumônier de lycée, enfin de collège, et avec des troisièmes, j'ai fait une enquête auprès des troisièmes, où je les ai invités à poser toutes les questions qu'ils voulaient sur le thème de la sexualité dans chacune des classes. Il y a eu plus de 320 jeunes qui ont pu répondre.
Et je m'attendais à des questions sur les préservatifs, à des questions... Voilà. Et en fait, la première question qui est sortie, donc on était en 1995, c'était pas il y a 5 ans ou il y a 10 ans, 1995, dans 25% d'entre eux m'ont posé la question, mais comment est-on sûr de son identité sexuelle? Des troisièmes, en 1995, 25%. Je me suis dit, oulala. Alors, alors je ne vais pas vous refaire la conférence du professeur Écochard, mais la deuxième douzaine, elle est bien là. Et j'étais dans les 4 premières années de la deuxième douzaine, là, avec les troisièmes. Où tout d'un coup, il nous l'a rappelé, il y a tout d'un coup des poussées d'hormones, et puis un développement du corps, et puis ce développement du corps se fait plus vite que le développement psychique et le développement de la tête, et on est en train de grandir, de se découvrir, de découvrir les autres, de découvrir le monde, et on est perdu. Et il y a un temps de... Voilà, où il y a une disharmonie entre la croissance physique, biologique, et la croissance psychique, et le jeune, il est perdu. Où est-ce que j'en suis? Si en plus, il est dans un monde d'insécurité, et si en plus... Alors, à l'époque, c'était l'horreur, je ne vous raconte pas. Si vous écoutez les émissions pour les jeunes, Skyrock, Fun Radio ou d'autres, je vais écouter RCF, hein. Mais c'est des horreurs, ce qu'ils entendent dans ce domaine-là. Et ils sont perdus, ils n'ont plus aucun repère. Et les repères qu'ils ont pu entendre avant à la maison, c'est plus rien par rapport à tout ce qu'on leur bazarde autour d'eux, et ils sont perdus. Et là, dans l'angoisse. Et je crois que ce que j'ai bien aimé dans l'intervention précédente, premier élément, voilà, pour moi, c'est d'écouter, d'accueillir, d'écouter, et de montrer aux jeunes que je le respecte dans sa souffrance, dans ce qu'il me dit, et en même temps, alors maintenant j'ai des chiffres, j'ai 3 fois 4 ans devant moi. C'est ce que la psychologie nous dit, il faut prendre du temps. Prenons le temps. Notre monde est un monde de zapping, aujourd'hui. Tout d'un coup, j'ai une souffrance tout de suite, maintenant, faut que tu me trouves une solution tout de suite, maintenant, pour ma souffrance, immédiatement, là. Mais la souffrance, c'est quoi? D'où elle vient? Elle s'inscrit dans une histoire, ton histoire d'adolescent, tes relations avec tes frères et sœurs, les blessures qu'il y a pu déjà avoir. Il y a toute une histoire. On va prendre le temps pour écouter ton histoire, pour écouter ta souffrance, pour écouter ton attente. Qui es-tu? Voilà. Et d'apprendre peut-être à ce jeune déjà à s'unifier intérieurement. S'il est torturé, s'il est explosé intérieurement, comment va-t-il pouvoir se construire d'une façon, dans un sens ou dans un autre, hein? Et Marie-Pierre Chéreau nous le rappelait tout à l'heure, les pays qui ont eu le plus d'avancées dans le domaine de l'accompagnement des jeunes, dans le domaine du transgenre, font aujourd'hui tous marche arrière. On est allé trop loin. Quand je vous dis que 25% de ces élèves de 3e se posaient la question de leur identité sexuelle à ce moment-là, je les ai retrouvés depuis, il n'y en a pas 25% qui sont transgenres. Ils sont à peu près tous mariés, pères de famille maintenant, peut-être même grand-père. Voilà. Donc ne nous précipitons pas tout de suite en disant ça y est, c'est terrible. Voilà. Non. Prenons le temps. Prenons le temps et de se dire il y a une souffrance qui s'exprime de cette façon-là. Il faut que j'entende, que le jeune comprenne que j'entends l'expression de sa souffrance qui s'exprime de cette façon-là. Mais ça, c'est juste, je dirais, la partie visible de l'iceberg. Cette souffrance qu'il exprime, cette disharmonie intérieure, cette division intérieure qu'il ressent, voilà, faut que je l'accueille et que je prenne le temps avec lui de l'inscrire dans son histoire. Merci beaucoup pour ces paroles bienveillantes et pleines de miséricorde aussi, et qui font grandir nos cœurs.